Ok, c'est bon, c'est parti. Bonjour les enfants, j'espère que ça va bien. On est parti pour la suite de nos aventures. Le grand mensonge de la famille Pomerol, chapitre 4. Allez, c'est parti. Ce matin, on a bien rigolé. Mon père a trouvé un site incroyable sur Internet, grâce auquel tu peux envoyer des cartes postales à tes amis depuis n'importe quel endroit du monde. Par exemple, tu envoies une carte postale de Big Ben à ta grand-mère française, alors qu'en fait, t'es jamais allé à Londres. Ou bien une carte postale des rizières en terrasse de Chengdu à ta meilleure copine sans même avoir quitté Paris. C'est du mensonge de haute volée. Le mode d'emploi est simple. Tu écris un mot au clavier, tu choisis ta carte postale, tu dis à quel endroit tu veux qu'elle soit postée et tu donnes l'adresse du destinataire. Quelqu'un de l'autre côté de l'écran reçoit ton texte, le recopie à la main et le poste sur place. Résultat, ta grand-mère reçoit la carte de Big Ben avec la tête de la reine d'Angleterre collée en haut à droite, et puis la date imprimée sur la machine à affranchir qui prouve bien que oui, le jour dit, tu étais chez les Anglais. Et ta meilleure copine, eh ben, elle a dans sa boîte aux lettres une carte postale de Chengdu, écrite de ta main, avec le beau timbre local et le tampon de la poste chinoise. Personne ne peut imaginer que tu n'as pas bougé d'un pouce, ni que tu es à des milliers de kilomètres de l'endroit de la carte postale. C'est diabolique. Le seul problème, c'est qu'il vaut mieux ne pas envoyer une carte à quelqu'un qui connaît bien ton écriture. Parce que la main qui commet ton texte à Londres ou bien en Chine, il y a peu de chances qu'elle ait la même façon que toi de tracer les lettres. On a regardé sur la carte de Chine où on était censé se trouver, 10 jours après le départ. C'était vers la ville de Dali. Pour Dali, le site internet ne proposait qu'une seule carte postale, le lac et le site des 3 pagodes. On a envoyé une carte à Mamie Flavie et Papy Gérard, qui, à cause de leur âge, ont une vision lamentable et portent de grosses lunettes. Ils la feront lire par leur voisine en dessous, aucun danger qu'elles reconnaissent notre écriture. On a envoyé aussi d'autres cartes à quelques amis qui ne reçoivent de nous que des emails d'habitude. Ils ne soupçonneront pas que nous n'avons pas écrit les cartes nous-mêmes. Chère Lisa, ici c'est trop bien. On mange avec des baguettes tout le temps. Et il fait super chaud. Bise, smack, Juliette. Cher papy et mamie, le séjour est merveilleux. Il pleut un peu, mais ça ne gâche pas les visites. Bisous de Dali, toute la famille Pomerol. Plein de baisers à tous les michauds. Ici, il fait très chaud. La Chine nous plaît beaucoup. On fait des découvertes formidables tous les jours. À bientôt à la rentrée. Chantal et Philippe. Au fait, je dis d'un coup, papy et mamie n'ont pas trouvé bizarre qu'on ne leur laisse pas Jaco alors qu'on partait en Chine. C'est toujours eux qui le gardent d'habitude. Pas d'inquiétude, dit ma mère. J'ai raconté qu'une copine de Flo avait proposé de le garder pour tenir compagnie à sa perruche. Oh là là, je me dis, il faut décidément beaucoup mentir pour faire croire à tout le monde qu'on est vraiment parti en Chine. J'ai très envie de descendre au sous-sol pour voir Jaco, mais aussi le voisin. J'aimerais qu'il me raconte son histoire de voyage sans bouger. Ça m'intrigue. Je propose d'aller nourrir le perroquet. Flo veut venir avec moi. Heureusement, ma mère refuse. Elle dit qu'à nous deux, on fera trop de bruit. Alors Flo renonce. Elle a la flemme de se battre pour prendre ma place. Ouf! Je recommence mon manège tranquille. Pas souple, lumière au sol, voix suave, caresse à Jaco qui se laisse faire en gémissant doucement. Biscuit sec. Je m'approche du mur. Je frappe quelques coups. Je colle l'oreille. J'entends le choc de la canne du puits. Il s'approche. C'est toi, Juliette? Oui. J'ouvre. Et tu ouvres aussi, d'accord? Et comme hier, je me retrouve dans la pièce étrange avec ses grandes armoires vitrées remplies de bibelots. Alors, c'est vrai que vous voyagez sans bouger? Oh oui, tous les jours. Monsieur Dupuis ouvre une armoire et attrape des objets qu'il pose sur une table. Il y a un masque bizarre avec des cornes, un cylindre en bois au bout conique, une paire de clés, une balle blanche. Il s'assoit en face de moi. Tu vois, me dit-il, j'ai été fabricant et marchand de parapluies, comme mon père et mon grand-père l'avaient été avant moi. Alors j'ai beaucoup voyagé pour aller chercher des tissus, des bois, pour construire des usines et pour vendre mes parapluies. C'était des grands parapluies solides.
avec des baleines qui plient pas au premier coup de vent, comme ces mauvais parapluies indiens ou chinois qu'on te vend 5 € sur les marchés. Les miens avaient des manches qui tiennent. On les réparait quand il y avait un trou dans la toile, on se les transmettait de génération en génération comme des bijoux de famille. Tiens, j'en ai un là, regarde. Monsieur Dupuis ouvre un parapluie rouge. On dirait une grande fleur aux pétales identiques et lisses. Il le fait tourner entre ses doigts façon Mary Poppins. Il sourit. Il replie le parapluie. Je ne voyais pas beaucoup ma femme et mes enfants à cause de mes déplacements. Alors, pour me faire pardonner mon absence, je leur rapportais toujours quelque chose du pays d'où je revenais. Et pour chaque objet, j'avais une histoire à raconter. Par quel objet tu veux commencer ? Je fixe la table, les objets un à un. Ça, celui-ci, je dis au hasard, montrant le cylindre au bout conique. Tu sais ce que c'est ? Ça va te faire rire. C'est une toupie chinoise. Ça ? Une toupie ? Mais ça n'y ressemble pas du tout. Oh, tu sais, les toupies, il y en a dans le monde entier, avec des formes très différentes. Cette toupie-là, tu ne la fais pas tourner à la main. Monsieur Dupuis attrape une sorte de fouet au fond de l'armoire, enroule étroitement la lanière sur la partie supérieure du cylindre. Je regarde ses doigts aux articulations déformées, ses mains tachées. Je le trouve très habile. Il se lève, le fouet dans une main, la toupie dans l'autre, et tire d'un coup sur le manche du fouet jusqu'à ce que la toupie tombe et tourne follement à mes pieds, en équilibre sur la pointe. Je bondis en arrière. Tu vois, il faut fouetter la toupie tout le temps pour qu'elle continue de tourner comme ça. Et tandis qu'il rabat son bras sur le jouet, il continue de raconter. Cette toupie, c'est un vieil homme qui me l'a donnée. J'étais sur une place de village dans l'intérieur de la Chine. Un peu triste ce jour-là parce que ma famille me manquait et parce que je n'avais pas réussi mon affaire. Un vieux Chinois est arrivé avec une toupie et un fouet. Il s'est mis à jouer. Je n'avais jamais vu ça. Mes yeux étaient aimantés par la toupie qui ne cessait pas de tourner. Des enfants sont venus petit à petit, se sont installés en rond autour de la toupie. Le vieux jouait sans fatigue, sans aucune expression de douleur, de lassitude. Il gardait un sourire léger sur le visage, tranquille, et son bras était tout le temps en mouvement. Ça a duré 1 heure, 2 heures, je peux pas dire, mais le soleil était couché quand le vieux a rangé son jouet. Lentement, un genou au sol, essuyant la pointe de la toupie. Il est venu jusqu'à moi. Il m'a tendu la toupie et le fouet. Mais une fois que je les ai pris, il est parti, sans un mot, à petits pas dans l'obscurité, et les enfants se sont éparpillés. J'aurais voulu dire quelque chose, le remercier, mais mon interprète était allé dormir et je parlais pas un mot de chinois. J'étais plus triste du tout. Le mouvement de la toupie, l'énergie du vieux monsieur était rentrée en moi comme s'il avait voulu me les donner. Je touche la toupie. Le bois est dur. Tu vois, moi aussi je vais en Chine sans quitter ma maison. Et maintenant, quel objet tu choisis, Juliette ? Jetant le doigt vers la balle blanche. Ah, cette balle, c'est une balle de baseball. Tu sais ce que c'est que le baseball ? C'est un sport, non ? C'est ça. Un joueur lance la balle, un autre doit la frapper et l'envoyer le plus loin possible, puis se met à courir autour du terrain. S'il accomplit un tour complet avant que l'équipe adverse ait rapporté la balle à son point de départ, on dit qu'il a fait un coup de circuit. Le coup de circuit, c'est la classe. Aux États-Unis, les gens adorent le baseball. Alors vous y êtes allé ? Oui, en 1974, dans une ville qui s'appelle Atlanta. Il y avait à l'époque un champion de baseball extraordinaire, Hank Aaron. Dans sa vie, il a fait 755 fois le coup du circuit. Tu te rends compte ? Un record à son époque. Il était noir. Les jaloux lui envoyaient des lettres racistes. Mon fils, Pierre, adorait le baseball, même si ce sport était mal connu en France. Et son héros, devine qui c'était ? Hank Aaron. Eh oui, à Atlanta, où jouait Hank Aaron, j'ai eu la chance d'assister à l'entraînement de son équipe grâce à un de mes clients.
Hank Aaron frappait des balles. Moi, j'étais dans les gradins, intimidée et excitée aussi, parce que le champion était à quelques mètres de moi. À un moment, il a raté une balle qui a fini dans les gradins. Un spectateur l'a renvoyé sur le terrain. C'est arrivé une deuxième fois, une troisième fois, et la quatrième fois, la balle est tombée juste à mes pieds. Je l'ai ramassée, et je l'ai fourrée dans ma poche. Ni vu ni connu. Tous les spectateurs cherchaient la balle. Moi, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai gardé la balle au fond de ma poche pour mon fils Pierre. À la sortie du stade, un homme s'est approché de moi. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il m'avait vu ramasser la balle et la cacher, et qu'il était prêt à me donner 500 $ pour la récupérer. 500 $, c'était une petite fortune, hein. Mais comme je secouais la tête, l'homme a alors proposé 550, 600, 700, 800 $. J'ai écarquillé les yeux devant une telle somme pour une simple balle. Le prix qu'il était prêt à payer montrait à quel point elle était précieuse. J'ai dit non. Cette balle est pour mon fils, Pierre, et je l'ai rapportée avec moi en France. Et il était content, votre fils ? Je crois qu'il n'a jamais cru que c'était vraiment une balle frappée par Hank Aaron. Je prends la balle dans ma main, je la soupèse. Voilà, Juliette, dit monsieur Dupuis. Je peux voyager en Chine grâce à la toupie et en Amérique grâce à cette balle. Le vieil homme me désigne un meuble au fond de la pièce. Regarde là-bas. Il y a de l'eau, des verres et du sirop. Je me suis dit que si tu revenais, il faudrait fêter ça. Tu nous sers ? Je me lève, je prends la carafe, le sirop de fraise, les verres. On trinque. Maintenant, je regarde le trousseau de clés. Elle m'intrigue. C'est des grosses clés rouillées, aux formes bizarres, pas du tout plates comme les clés de la maison. Ah, ces clés Juliette, c'est une drôle d'histoire. J'étais au Japon en 1985. Le vieil empereur Hirohito n'avait plus de pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'était un personnage impressionnant, vraiment impressionnant. Il a voulu que je fabrique des parapluies à modèle unique pour toute sa famille. Chaque parapluie devait être différent et exprimer la personnalité de son propriétaire. Pour lui, l'empereur, il a demandé des baleines en or et un tissu à motif de méduse, qui était sa grande passion. Pour une femme gaie et lumineuse, il a choisi un tissu orange et moiré. Pour un petit garçon à la voix d'ange, un minuscule parapluie bleu ciel. Et un parapluie couleur thé vert pour une vieille femme. Un autre traversé par une branche de pommier en fleurs pour une fiancée. Et il a même commandé un parapluie familial, énorme parapluie, pour abriter 8 personnes, toute une fratrie. Un vaste parapluie à 8 couleurs. En tout, j'ai fabriqué 45 modèles différents et uniques pour l'empereur Hirohito. Et il m'a invité à lui remettre en personne au Japon. J'ai une photo quelque part, je ne sais plus trop où, des 45 parapluies. Du puits, ouvert au-dessus des têtes de la famille impériale, étagés sur les marches d'un immense escalier. Après la photo, un homme est venu me trouver de la part de l'empereur et m'a remis ce trousseau de clés. Il a dit qu'elles ouvraient une petite maison près de la ville de Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, tout au nord du Japon. Vous avez une maison au Japon ? Monsieur Dupuis rit doucement, secoue la tête. Non, non, Juliette. Ma vie était déjà si bouillonnante et m'éloignait tant de ma famille. Je savais bien que jamais je n'irais voir la maison. Seulement, on ne peut pas refuser le cadeau d'un empereur. J'ai pris les clés et je n'y suis jamais allée. J'imagine une vieille maison aux murs mangés par les plantes et les fleurs et traversée par les oiseaux, quelque part sur une île toute verte. Je pourrais glisser les grosses clés dans une serrure en bronze et en forçant un peu, je ferais tourner le verrou et la porte s'ouvrirait en grinçant. Et à l'intérieur de la maison serait devenu un jardin
et l'intérieur de la maison serait devenu un jardin avec un petit lac au milieu et des tas d'animaux étranges à plumes et à écailles multicolores. Je ne connais pas la maison, mais je peux en rêver. Le rêve est un voyage, Juliette. Je pars en Chine, je pars à Atlanta, je pars à Sapporo, quand je veux. Monsieur Dupuis appuie son index sur ses cheveux blancs et je fais ça avec ça. Je me dis qu'il faut que je regarde sur une carte où se trouvent Atlanta et Sapporo. D'un coup, mes yeux tombent sur la pendule. Oh, 17 heures. Ouf, oulala. Je suis là depuis une demi-heure. Tant pis pour le masque à cornes, il faut que je remonte Fissa. Je pose le verre sur la table, je remercie le voisin. Reviens quand tu veux. Au revoir, monsieur Dupuis, je chuchote en ouvrant la porte du sous-sol. Un biscuit à Jaco qui fait des bruits de gorge, une caresse sur les plumes. Juju, Juju, murmure la voix de mon père depuis l'étage en dessus. Viens, on regarde le film Le Dernier Empereur. Oui, oui, papa, j'arrive. Et en remontant vers le rez-de-chaussée, j'ai les jambes en coton, la tête brumeuse et l'impression de revenir d'un grand périple autour du monde. Voilà, c'est la fin du chapitre 4. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai que ça donne envie de voyager. Alors si vous voulez aller voir un petit peu sur Internet les différents endroits dont on a parlé dans ce chapitre, ne vous gênez surtout pas. Je vous fais plein de bisous. À vite. Ciao.